Dans les coulisses de l'auto-entreprise, par ceux qui en parlent le mieux. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Auto-entrepreneur. En cette période de fin d'année, nous voulions vous faire rencontrer une invitée spéciale qui a progressivement quitté le salariat pour devenir indépendante. Elle est aujourd'hui coach business et fait partie de la communauté des digital nomades, car elle travaille depuis Bali. Bonjour Cindy. Bonjour Elisa, bonjour Kim, merci de me recevoir dans ce podcast. On est ravis de t'accueillir. Je te laisse te présenter en quelques mots peut-être à nos auditeurs qui te connaissent pas encore. Oui, bien sûr. Du coup, moi c'est Cindy. Je suis coach et j'accompagne les prestataires de services à développer leur activité, à signer leurs premiers clients et en avoir de nouveaux. Et comme je le disais en introduction, avant de partir à Bali et de devenir indépendante, tu avais une vie de salarié plutôt classique. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là de quitter le salariat ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur particulier ? Ça a été quoi un peu le chemin pour toi ? On va dire le déclic, entre guillemets, ça a été un peu le Covid. Ça nous a tous un peu mis dans un endroit où on devait rester chez nous, on devait vraiment ralentir, observer un petit peu notre vie. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bon, ça y est, j'ai enfin beaucoup de temps, on va dire. Et j'ai envie d'entreprendre quelque chose parce que ça faisait vraiment depuis les études que j'y pensais. J'avais énormément de peur et je me suis dit, bon, j'ai pas envie de quitter du jour au lendemain mon travail, ce travail que finalement j'aime bien, mais j'ai pas envie de le quitter au lendemain. Du coup, je me suis dit, bon, autant entreprendre à côté en fait. Et c'est comme ça que ça s'est fait progressivement et comme ça que voilà, petit à petit, j'ai commencé à avoir mes premiers clients, j'ai commencé à me faire une petite communauté et à sauter le pas. Aujourd'hui, Cindy, on parle beaucoup des digital nomades et je sais que tu en fais partie. Donc ces digital nomades, c'est des entrepreneurs qui partent travailler à l'étranger, donc dans ton cas à Bali. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ce terme, nous expliquer ce que ça veut dire et pourquoi tu as fait toi ce choix de vie ? Oui, bien sûr. En fait, digital nomade, comme tu disais, c'est vraiment partir à l'étranger. Mais en vrai, digital nomade, c'est plus quelqu'un qui voyage de temps en temps et qui continue en fait à travailler à distance. Donc, tu peux très bien être digital nomade et par exemple, je sais pas, tu viens de Bretagne et tu veux aller travailler dans le sud ou visiter plusieurs villes de France et en fait, tu pars un petit peu, on va dire, en sac à dos et tu commences à voyager, à tester différents endroits et toujours à continuer à travailler à distance avec tes clients. Et pourquoi j'ai choisi un petit peu ce mode de vie, c'est plus pour voyager aussi. Et je le vois plus comme une parenthèse, c'est-à-dire que c'est vrai qu'après mon alternance, quand j'étais salariée, j'avais déjà envie de faire une année de césure, de voyager, mais en fait, il y a eu des opportunités qui se sont présentées, entre guillemets, et j'ai accepté. Et finalement, j'ai pas pu faire cette année de césure et c'était toujours un peu resté dans un coin de ma tête. Et du coup, c'est vrai que avec l'activité de coaching où je peux le faire à distance et mon copain également qui est développeur, on n'avait pas cette contrainte en fait de rester à Paris puisqu'on était à Paris et on n'avait pas non plus d'attache comme moi, pareil, je suis guadeloupéenne et lui il vient du sud. On s'est dit pourquoi pas partir autant aller visiter, voir un petit peu ce qui se passe. On a beaucoup entendu parler de Bali comme quoi il y avait beaucoup d'entrepreneurs là-bas, donc on s'est dit ok, pourquoi pas commencer par cette destination. Ah ouais, non, mais ça a vraiment l'air d'être une super aventure. Est-ce que d'ailleurs, tu as peut-être pu rencontrer des digital nomades comme toi en partant ou avant ? En partant, oui, on en rencontre déjà dans les coworking, on voit qu'il y en a, donc c'est vraiment bien d'en avoir. Il y a vraiment beaucoup d'endroits, en tout cas à Bali, où tu peux rencontrer, et il y a aussi des événements qui se font. Je ne suis pas encore allée dans des événements, mais je sais qu'il y en a qui se font. Ok, moi c'est super ça. J'avais une autre question cette fois-ci par rapport à ton podcast qui s'appelle Envie de plus de salariés à entrepreneurs. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier pour te lancer dans cette aventure du podcast ? Tu as un compte Instagram où tu t'adresses aux entrepreneurs. Est-ce que pour toi le podcast c'était un format approprié aussi où tu avais besoin de t'adresser à eux d'une autre manière ? Ouais, j'aime bien le format de podcast parce que c'est vrai que c'est un format où déjà tu parles plus, on va dire, tu vas plus en détail dans un sujet, tu peux donner aussi des anecdotes, tu peux aussi partager des expériences, alors que j'ai aussi Instagram, mais tu peux pas aller plus en détail, c'est-à-dire que tu vas faire une légende Instagram, elle va faire un certain nombre de caractères, tu vas faire peut-être une story, mais tu peux pas non plus en faire un podcast, tu vois, c'est pas fait pour ça. Et du coup, j'avais envie aussi de partager ce petit bout-là en podcast. J'avais trouvé en fait des podcasts qui sont aussi
aussi salarié et entrepreneur, mais j'avais envie aussi d'ajouter ma petite touche, le fait de concilier les deux et de parler aussi des problématiques que les salariés entrepreneurs rencontrent, qu'on n'en parle pas forcément, et j'avais envie d'avoir un endroit pour en parler. Et d'ailleurs, on partagera en description ton podcast et tes réseaux pour les auditeurs qui ont envie de te suivre. J'en viens à la partie un peu plus business de ton activité. Aujourd'hui, Cindy, tu es coach business. Pourquoi est-ce que tu as choisi de te lancer dans cette activité et comment est-ce que tu décrirais ta manière de coacher ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te différencie des autres coachs business ? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Est-ce que tu as une petite recette personnelle ? Déjà, je trouve que le coaching, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. En fait, l'accompagnement en vrai, puisque déjà au travail, c'était un peu un de mes points forts en fait d'accompagner. Et en fait, je travaillais énormément avec des développeurs. Quand tu es chef de projet, il faut faire avancer un projet. Il faut qu'il avance, et quand quelqu'un est bloqué, ton rôle en fait, c'est de débloquer la situation. Quand il y avait un blocage avec un développeur, ce que je faisais, c'est que je commençais à poser des questions. Je commençais à lui poser des questions, à m'asseoir, à comprendre en fait où il en était, et je m'intéressais vraiment à ce qu'il pouvait dire, et rien que le fait de poser des questions, ça faisait que la personne, le développeur en tout cas, prenait un petit peu de recul. C'est-à-dire que des fois t'es tellement t'as la tête dans le guidon, t'as la tête dans ton code, que t'arrives pas à prendre du recul. Et le fait de poser des questions, ça faisait qu'il arrivait plus à prendre du recul, à voir les choses sous un autre angle, et on arrivait à débloquer la situation. Et c'est un petit peu là où j'ai vu le pouvoir en fait du coaching. Et du coup, c'est déjà là où j'ai vu un petit peu que j'avais, on va dire, ce point fort. Et je me suis dit, bon, autant tester, puisque c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai commencé à accompagner au fur et à mesure des personnes, déjà à mettre en place leurs idées, à s'organiser. Et au fur et à mesure, j'ai évolué dans mon coaching. Ça m'intéresse, tu parlais justement de tes clients et de pourquoi les raisons pour lesquelles ils viennent te voir. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a, pour quel sujet est-ce qu'on vient de voir ? Est-ce qu'il y a des thèmes un petit peu récurrents ? Oui, il y a des thèmes récurrents, c'est-à-dire que c'est vraiment pour développer son activité. C'est-à-dire que si quelqu'un, si on est prestataire de service et qu'on veut développer son activité, mais on ne sait pas forcément comment s'y prendre, comment structurer, on va dire, son offre, comment avoir ses premiers clients ou même les clients suivants, c'est généralement pour ces problématiques qu'on vient me voir. Et tout à l'heure, tu me posais la question de comment je décrirais ma manière de coacher. Ouais. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui est à l'écoute. Et j'avais aussi posé la question à mes coachés comme ça pour leur dire comment tu décrirais ma manière de coacher. Et elles disent que je suis bienveillante, structurée et aussi challengeante. Et je le définirais aussi de la même façon, douce et challengeante, douce et ferme en fait, parce que en effet, si tu as une peur, un problème, je vais être là, je vais t'écouter, tu vois, je vais t'écouter, je vais voir en fait d'où ça vient, qu'on puisse déconstruire un petit peu cette peur ensemble. Mais ce qui va faire vraiment la différence, c'est que tu puisses en fait affronter cette peur et que tu puisses passer à l'action, puisque c'est vraiment l'action qui va faire que tu vas avancer dans ton business, tu vas avancer vers ton projet. Et du coup, la façon dont j'aime le faire, c'est à travers des challenges. C'est à travers des challenges parce que j'ai toujours eu un peu ce côté compétitrice dans les jeux de société. Et quand j'ai commencé mon activité, j'ai commencé à m'auto-mettre des challenges parce que je trouvais que ça devenait que c'était plus amusant et plus fun en fait de travailler de cette façon. Et du coup, je l'ai aussi inséré je l'ai aussi mis quand je coach en fait mes clientes. Et j'ai vu vraiment une différence dans la mise à l'action en fait de mes coachés. Et c'est vrai que c'est un petit peu ma signature de les challenger et de comprendre en même temps pourquoi elles n'arrivent pas à faire cette action ou pourquoi elles ont telle peur. Ouais, j'imagine que ça les stimule pas mal. C'est original comme manière de toujours lancer des petits challenges. Et donc tu parlais des premiers thèmes tout à l'heure que tu abordes généralement avec tes coachés. Je vais pas les appeler tes coachés, tes clients. Nous, on a interrogé de notre côté nos auditeurs sur des questions qu'ils aimeraient te poser. Et il y a certains points plutôt business qui sont revenus, notamment par rapport à comment marketer ou comment vendre ses prestations. Aussi des questions par rapport à la visibilité online qu'on peut avoir. Et donc, je vais t'en poser quelques-unes qui sont des problématiques qui sont pas mal revenues pour aider donc, notre audience à y voir un peu plus clair.
Donc toi, qu'est-ce que tu peux dire à tes coachés quand ils viennent vers toi pour te demander de l'aide par rapport à comment fixer leur prix pour leurs prestations? Je pense par exemple, je sais pas, peut-être des conseils autour du business plan, d'une étude de marché. Est-ce que ça, c'est des choses que tu peux leur conseiller? Ouais, totalement. Une étude de marché, franchement, je sais que c'est un peu, on n'a pas envie de le faire, mais une étude de marché, c'est vraiment la base et c'est vraiment ce qui va te donner déjà un peu de la clarté sur ton marché, voir un peu si t'es dans la norme, on va dire. Et après, par rapport à ça, c'est aussi de regarder, une fois que tu as structuré ton offre, en fait, regarder combien d'heures ça te prend. Et si au début, tu sais pas si... Voilà, ça peut te donner une base. Donc, j'ai fait tant d'heures, je sais que je peux être à peu près à tel prix. Et après, un autre conseil que je donnerais pour fixer son prix, une fois qu'on a regardé la concurrence, une fois qu'on a regardé aussi ses heures, c'est déjà de mettre un prix juste, en fait, de mettre un prix juste pour soi, mais aussi pour son client. C'est-à-dire que si par exemple, toi, tu sais que tu mets un prix trop bas, en fait, par rapport à ton marché, par rapport au nombre d'heures que tu fais, tu vas être un peu frustré et du coup, quand tu vas faire ta prestation, moins te donner, et si tu te donnes moins, ton client aura moins de résultats, aura peut-être des moins bons témoignages, on va moins te recommander, donc c'est pas forcément une bonne chose à faire. Et si par exemple tu mets un prix qui est trop haut par rapport à ce que tu as vu, ton cerveau en fait il va pas on va dire apprécier, et tu vas avoir beaucoup plus de peur, tu vas avoir beaucoup plus de mal à le vendre parce que intérieurement tu seras pas forcément à l'aise en fait avec ça. Le conseil autour du prix, c'est déjà regarder son étude de marché, regarder au niveau de ses heures et bien sûr mettre un prix avec lequel tu es à l'aise. Et d'être réaliste aussi avec ton travail personnel, évidemment. Et quels sont les secrets pour séduire de nouveaux clients? C'est marrant que tu utilises le mot séduire, hein, parce que c'est comme une relation en fait. Et pour un peu séduire les nouveaux clients, c'est vrai que il faut bâtir un petit peu cette relation. Il faut que le client te connaisse, que il apprécie par exemple ton travail, qu'il apprécie aussi ton expertise et il te fasse confiance. Hein. C'est un peu le know, like and trust en marketing, enfin le principe marketing. Et du coup, c'est vraiment repartir de cette base. Et à partir de cette base, comment tu veux que ton client te connaisse, comment en fait tu montres un petit peu ton expertise, comment tu le fais un petit entre guillemets t'apprécier, et qu'est-ce qui va faire qu'il te fasse confiance. Est-ce que c'est peut-être les témoignages, ça revient aussi à l'expertise, à tes projets, et donc voilà. Et j'avais une question également sur la visibilité. Est-ce que pour toi, la présence online, c'est un élément indispensable? Et je pense aussi à ce qu'on appelle la communication cross-canal ou multicanal, donc cette omniprésence sur beaucoup de canaux différents. Par exemple, les réseaux sociaux, avoir son podcast comme toi et nous, avoir un site internet, un blog. Est-ce que pour toi, c'est des conseils que tu leur donnes d'être vraiment présent partout? C'est toujours bien d'être présent sur différents canaux, mais par contre, quand tu te lances, c'est mieux de te concentrer un par un. C'est-à-dire que si par exemple, tu essayes un petit peu de tout faire, de faire peut-être Instagram, après de faire LinkedIn, après de faire un podcast, après de faire un blog, etc., et que en plus, tu as ton activité à côté, ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup, et peut-être que après tu vas tout envoyer bouler et que tu ne devras plus rien faire. Du coup, c'est mieux au début, en tout cas, de se concentrer sur 1 à 2 plateformes. Et ensuite, une fois que tu as assez grandi sur ces plateformes, d'augmenter au fur et à mesure. C'est toujours bien d'être présent dans plusieurs endroits, c'est juste que si tu essayes de faire tout en même temps, en fait, c'est là où tu peux te brûler les ailes, et aussi le faire avec une moins bonne qualité, puisque tu vas pas prendre le temps finalement d'analyser qu'est-ce qui fonctionne sur telle plateforme ou quoi. Ouais, il vaut mieux faire moins et mieux en fait finalement. Si j'ai bien compris, Cynthia, du coup, tu accompagnes plutôt des clients au début de leur projet. Et je suppose du coup que tu as des clients qui arrivent avec une idée bien précise et qui sont animés parfois par une passion qu'ils ont depuis très longtemps et voilà, qui veulent développer. Est-ce que tu guides aussi des profils plus généralistes, et comment est-ce que tu les aides à trouver leur idée de leur business quand ils ont la fibre entrepreneuriale mais qu'ils n'ont pas l'idée avec? En fait, on a toujours une petite idée, en vrai. On a toujours une petite idée, c'est juste que on ne sait pas si c'est vraiment la bonne. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire différentes études de marché et on va voir qu'est-ce qui plaît le plus en fait à la personne. On va aussi tester. Le mieux, c'est de tester avec, si par exemple la personne elle hésite entre différentes idées, c'est trouver comme des bêta clients et tester en fait cette idée pour voir si c'est quelque chose qui lui plaît, et à partir de là en fait au fur et à mesure
mesure enrichir l'idée, puisque au début, tu as une petite idée, mais plus tu vas travailler avec des gens, plus tu vas en parler, plus en fait cette idée elle va être enrichie. Et moi, j'ai une question un peu plus dans l'air du temps, on va dire, par rapport à la période de l'année. Comme tu le sais très bien, donc c'est bientôt Noël, donc c'est la période des fêtes de fin d'année. D'où cette question. Est-ce qu'il y a déjà des clients qui sont venus te voir pour te demander des conseils afin de mettre en valeur des produits, par exemple, ou des services pendant ces temps forts de l'année? Donc là, c'est bientôt Noël. Mais je pense aussi à Pâques ou Halloween. J'imagine qu'il y a peut-être une communication adaptée à avoir sur les réseaux sociaux ou des promotions particulières. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu aurais des choses à leur recommander ou pas forcément? Ça m'est pas encore arrivé de travailler finalement avec des gens qui me demandent vraiment cette demande précise, puisque j'accompagne vraiment les entrepreneurs sur leur première voire deuxième année de business. Mais par contre, oui, c'est toujours bien d'adapter sa communication, par exemple à Noël ou à Pâques. Surtout de prendre du plaisir, en fait. De prendre du plaisir à, on va dire, promotionner son offre, de surtout préparer son lancement, bien sûr, et de ne pas avoir peur de se répéter, puisque c'est une période courte et que généralement, tu fais une promotion ou une offre sur une période courte de l'année où on a envie de un petit peu lâcher prise. C'est pas parce qu'on vend un service que ça peut pas être fun, en fait. Oui, puis ça permet aussi, j'imagine, de renouveler le contenu qu'on peut mettre sur les différents réseaux, donc on va pas cracher dessus non plus. Et j'avais une question, ça c'est plutôt moi qui suis curieuse. Côté organisation, est-ce que tu as des outils ou des plateformes particulières, par exemple des outils CRM, donc de gestion et de relations clients, qui sont hyper pratiques parce que tu peux mettre à disposition des agendas partagés ou un calendrier éditorial? Est-ce que ça, c'est des choses aussi que tu conseilles ou tu as peut-être des noms en tête? Au niveau des outils, personnellement, j'utilise Notion. Je sais qu'il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs qui utilisent cette plateforme parce que tu peux vraiment faire énormément de choses avec. Après, un autre outil, je trouve, qui est bien à avoir, c'est plus un outil de gestion, de facturation, voilà, pour te débarrasser, entre guillemets, un peu de ce côté administratif qui peut bien aider. Et après, ça va dépendre de ton activité. Mais après, si tu communiques sur Instagram, c'est bien aussi d'avoir Canva. Moi, j'utilise Zoom, Calendly. Donc voilà, c'est un peu les outils quotidiens. Ouais, puis je suppose que tu recommandes un petit peu comme pour la visibilité des réseaux sociaux, au début peut-être d'avoir quelques outils qu'on maîtrise bien et puis au fur et à mesure en rajouter si c'est nécessaire, mais pas se lancer sur tous les fronts dès le début. Totalement. Et du coup maintenant Cindy, ça fait quelques temps que tu es indépendante, coach, et tu as lancé ton business. Si tu devais faire un petit retour en arrière sur ton expérience et nous partager le meilleur choix que tu aies fait, ce serait lequel? C'est une bonne question. C'est une bonne question. En vrai, je crois que j'ai vraiment aimé le fait de me lancer en parallèle de mon salariat, puisque ça m'a vraiment aidé dans un premier temps dans l'organisation et à me concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire que je savais que j'avais, je sais pas, peut-être 1 à 2 heures par jour. Du coup, je me disais, il faut que je fasse un site internet, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mon objectif au début, c'était vraiment de travailler avec mes premiers clients, d'améliorer ma communication, et ça m'a permis en fait de rester focus. Et c'est vrai que je pense que si je m'étais lancée un petit peu directement à 100%, peut-être que j'aurais voulu un petit peu tout faire et ça m'aurait un peu peut-être ralenti, je sais pas. En tout cas, ça m'a bien rassurée aussi de me lancer en parallèle de mon salariat. Merci beaucoup Cindy pour ce retour. Est-ce qu'à l'inverse, tu as un regret ou quelque chose que tu ferais différemment? Quand on est entrepreneur, on fait tous des erreurs. Il y a toujours des trucs où on se dit, bon, on aurait peut-être dû mieux faire ça, on aurait lancé ça à la place, etc. Mais en fait, c'est ce qui te fait évoluer, c'est ce qui te fait grandir en fait en tant qu'entrepreneur. Donc, je sais pas si j'ai vraiment quelque chose. Je trouve que c'est bizarre de dire ça comme ça, mais je sais pas si j'ai vraiment quelque chose que je regrette, puisque il y a toujours eu des leçons derrière, il y a toujours eu des choses. Par exemple, un truc fonctionnait moins bien, ou peut-être que j'aurais dû faire ça autrement. Justement, je me dis, là, j'ai une solution pour le faire autrement. Ouais, tu rebondis par rapport à ce que tu as fait, tu te dis, là, en effet, ça bloque un petit peu, la prochaine fois, je ferai un peu différemment, mais pour autant, ça n'a pas fait d'énormes blocages dans ton activité. Ouais, en tout cas, c'est très intéressant d'avoir ton retour d'expérience. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Est-ce que si tu avais un conseil clé à partager à nos auditeurs, ce serait lequel? Un conseil clé, je pense de ne pas rester dans son coin.
de vraiment, vraiment discuter avec plusieurs personnes, de s'entourer, puisque l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose, au début, tu as l'impression de te sentir seul et tout, et de trouver des gens qui sont soit dans l'entrepreneuriat ou alors de se faire aussi accompagner. Voilà, tout simplement, de ne pas rester dans son coin. Cindy, merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que tu as autre chose à nous dire, peut-être une anecdote ou un autre conseil qui t'est venu tout au long de cette interview que tu aimerais adresser à nos auditeurs? Je sais que quand on débute, on a beaucoup tendance à se poser 1000 questions, à ne pas savoir un petit peu qu'est-ce qu'on doit faire et tout ça. Et s'il y a une question, on va dire, à toujours garder et à se poser, on va dire, tous les jours, quelle est ma prochaine étape, et de vraiment rester focus sur ça en fait. Quelle est ma prochaine étape à faire là, maintenant ou là, demain? Ça permet de recentrer un petit peu les choses et d'avancer en fait. Et pas forcément tout le temps penser à long terme, mais à court et moyen terme, ça peut suffire aussi pour s'enlever une certaine charge mentale, j'imagine. Bon bah écoute, en tout cas, merci beaucoup Cindy pour tous ces conseils et pour ton expérience en tant que digital nomade, mais également en tant que coach business. Ça a vraiment été un plaisir de t'avoir à notre micro. C'était un plaisir aussi pour moi. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Et puis bah écoute, j'ai envie de te dire, l'équipe du podcast te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci, à vous aussi. Et à bientôt. Salut Cindy. Salut. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère que les conseils de Cindy pourront vous aider dans votre activité, tant sur le plan personnel que sur le plan business. Que ce soit au sujet de quelques tips sur la vente de prestations ou sur comment gérer sa visibilité en ligne. D'ailleurs, sur ce dernier point, on aimerait beaucoup vous en reparler dans un prochain épisode, donc restez connectés.